Bonjour, merci beaucoup à Octo de m'avoir invité. C'est un plaisir de jouer à domicile pour une fois et de faire une conférence en français. J'espère que j'y arrive encore. Donc effectivement, dans cette session, on va parler d'IA et exclusivement d'IA open source. Et j'espère vous expliquer, peut-être vous convaincre de l'importance de ce mouvement et de l'intérêt d'utiliser des modèles open source dans vos organisations et vos entreprises. Alors je ne vais pas faire un grand historique de l'IA et des modèles, mais au cas où, il y a quand même 2-3 choses absolument essentielles à savoir. Tout a commencé il y a maintenant presque 7 ans. Le temps passe vite avec le lancement d'une nouvelle architecture de deep learning qui s'appelle les modèles Transformers et qui est basée sur un mécanisme qui s'appelle le mécanisme d'attention. Donc si vous commencez votre voyage dans les Transformers et les modèles Hugging Face, je ne peux que vous encourager à lire ce papier. Je sais que souvent les gens ont peur des papiers de recherche. Ils sont généralement plutôt lisibles. Vous pouvez juste éviter les preuves mathématiques, c'est ce que je fais. Vous lisez l'intro, le problem statement, les benchmarks, la conclusion, vous laissez les maths aux matheux. Je leur fais confiance pour avoir fait les bons calculs. Mais vraiment, voilà, c'est le point de départ. Et cette architecture-là, elle révolutionne le deep learning via ce mécanisme d'attention. Et c'est vraiment ça, la rupture technologique. En quelques années, en l'espace de 5 ans, le deep learning traditionnel, donc les CNN, les LSTM, les RNN, etc., ont quasiment disparu. Je dirais les CNN, les modèles à convolution persistent encore pour les applications d'image, en particulier sur des applications embarquées dans des environnements contraints, etc. Les modèles sont très très optimisés. Mais pour ce qui est d'environnement cloud, d'environnement serveur, tous ces modèles-là ont à peu près disparu, tout simplement parce que les transformers ont amélioré de manière explosive l'état de l'art et les benchmarks. Et vous avez forcément entendu parler de BERT, BART, GPT-2, GPT-3 et toute la famille. Alors, ces modèles sont en production à l'échelle depuis des années, donc on ne parle pas de jouets de laboratoire. Google Search est basé sur BERT, qui est un modèle Google depuis des années. La plupart des grandes entreprises aujourd'hui, des scale-ups, utilisent ces modèles, que ce soit pour du traitement du langage naturel, de la vision artificielle. Voilà, même notre ami Elon utilise des Transformers. J'espère que ça l'aide à garder les voitures sur la route. Bref, ces modèles-là se sont imposés vite. Dès 2019-2020, on a vu ces modèles en production. Et autant dire qu'aujourd'hui, on les voit à peu près partout. Et depuis un peu plus d'un an, on a une nouvelle vague de modèles, donc les fameux modèles génératifs, qui se distinguent par leur capacité à générer de nouvelles données, pas juste à extraire des informations à partir de données non structurées. Et inutile de revenir sur ChatGPT et tous les chatbots, la génération de code, la génération d'images, des modèles d'entreprise style Bloomberg GPT, Einstein GPT chez Salesforce. Et on commence à avoir dans des applications grand public type Amazon aux États-Unis des fonctionnalités génératives pour résumer les fiches produits, aider les vendeurs à améliorer leurs fiches, etc. Donc ça y est, c'est parti. Là non plus, on n'est pas dans l'animal de laboratoire, on est dans la production à l'échelle. Et on travaille avec des clients qui font ça au quotidien. Voilà, ce n'est pas juste les Amazon et les Salesforce et les Adobe de l'univers. Donc quel est le rôle que joue Hugging Face dans tout ça? Hugging Face, en quelques années, est devenu donc, le point focal de l'IA open source. Je vais vous faire un petit panorama de nos solutions aujourd'hui. Mais pendant longtemps, on nous a comparé à GitHub. Les gens nous ont appelé le GitHub du machine learning. Alors, ok, je pense qu'on est beaucoup plus que ça maintenant, mais la comparaison n'est pas du tout idiote. On regroupe l'ensemble des ressources open source dont vous avez besoin pour faire de l'IA aujourd'hui.
Voilà, que ce soit des modèles, des datasets, des librairies, des outils d'accélération hardware, des intégrations cloud, etc. On a fait une dernière levée de fonds cet été, je devrais dire l'été dernier, août 2023. Et toutes ces belles sociétés que vous voyez sont maintenant à notre capital. On est content, ça nous aide, ça nous renforce dans le sentiment que l'IA open source est quelque chose de solide, de crédible. Et à titre personnel, je trouve très intéressant que la plupart de ces sociétés travaillent aussi sur des modèles fermés et s'entretuent entre elles. Mais pour autant, elles ont envie, besoin d'être des partenaires de Hugging Face et de l'IA open source. Voilà. Donc plutôt intéressant. Pardon ? Ils ont mon numéro de téléphone. Voilà. Ça viendra. Il en manque quelques autres, mais ils ont notre numéro de téléphone. Voilà. Quand ils en auront marre de ne pas voir leur logo, ils nous trouveront. Alors, Hugging Face, sa vie, son œuvre, ça c'est probablement, si vous avez déjà travaillé avec Hugging Face, vous connaissez sans doute ça. Donc des modèles et des datasets, on a passé le demi-million de modèles. J'ai regardé tout à l'heure, on est à 569 000, on finira la journée à 570 sûrement. 120 000 datasets, donc tous open source, tous contribués par la communauté. Disponibles sur notre site web qu'on appelle le Hub, et aussi disponible de manière plus privée et plus sécurisée pour les entreprises au sein de ce qu'on appelle le Enterprise Hub. Évidemment, ces modèles et ces datasets, on les met au travail avec nos librairies open source. Les plus connus sont Transformers, Diffusers, Accelerate, et on en a quelques autres. Vous pouvez travailler où vous voulez avec ça, puisque c'est de l'open source. On a aussi bâti des services cloud en propre. Alors un qu'on appelle Spaces, que vous connaissez forcément. Spaces, c'est une façon simple d'héberger des applications, des démos basées sur des modèles, sur notre infra. Donc ça vous permet de mettre en valeur vos modèles de manière très simple. Quelques lignes de code. Inference Endpoints, qui est notre modèle de déploiement qui travaille sur différents clouds, sur l'infra managé. Mais évidemment, vous pouvez déployer où vous voulez, comme vous voulez, puisqu'on est en open source. Alors, en parallèle, on a aussi créé des modèles. Donc, on a un demi-million de modèles qui viennent de la communauté et on en a quelques-uns qu'on a inventés, entraînés nous-mêmes pour combler des manques, dont StarCoder et même StarCoder 2 maintenant, qui est un excellent modèle de génération de code. On a un chatbot complètement open source qui s'appuie sur les meilleurs modèles open source disponibles à l'instant T, qui s'appelle Hugging Chat, que vous pouvez tous tester. Et qui est complètement open source, que ce soit les modèles, le back-end ou l'interface utilisateur. Vous pouvez même le redéployer chez vous si vous voulez. On a des partenariats cloud où on intègre l'écosystème open source dans des services de machine learning cloud, avec toutes ces boîtes. Et on a des partenaires hardware avec lesquels on travaille sur l'accélération du training, de l'entraînement et l'accélération de l'inférence, quelles que soient les plateformes. L'objectif étant que finalement, quel que soit l'environnement que vous utilisez, quel que soit le matériel que vous utilisez, vous devez pouvoir travailler de manière optimale avec les modèles Hugging Face en termes de simplicité, en termes de coût-performance. Et pour les entreprises qui le souhaitent, on a un programme d'accompagnement qui s'appelle l'EAP, qui est un programme de conseil et de professional services où on engage directement les projets clients et on les amène en production plus vite que ce qu'ils imaginaient. Alors, pour ceux qui n'auraient jamais vu du code Hugging Face, ça c'est vraiment Hello World, donc un exemple de classification de texte. Je crée un pipeline de prédiction sur la classification avec un modèle de Facebook pré-entraîné. Je prends une phrase sur Wikipédia, je score cette phrase sur quelques labels arbitraires que je passe. Voilà, et je vois qu'en gros, à 68%, ça parle de finance et à 20%, ça parle de science. Voilà, donc ça télécharge le modèle, ça prédit. C'est simple, n'importe quel développeur Python sait faire ça en 2 minutes. Pas besoin de comprendre les finesses du modèle BART Large MNLI. Pas besoin de comprendre PyTorch, il n'y a même pas une ligne de PyTorch là-dedans. Voilà. Vous identifiez le problème que vous avez, classification de texte. Vous allez voir sur le site de Hugging Face les modèles de classification de texte, entraînés sur de l'anglais en l'occurrence. Et vous résolvez votre problème en 2 minutes. Voilà. Alors, si ça c'est complètement nouveau pour vous, ce n'est pas un problème du tout. Si vous découvrez ça aujourd'hui, les 2 URL pour bien commencer, je vous les ai indiqués là. Et vous pouvez vous former en une petite semaine et vous serez opérationnel sur tout ça sans aucun problème. Alors, quid de modèles plus sophistiqués? Ici, on a un modèle, un fameux modèle Stable Diffusion dans sa variante Excel, excellent modèle,
qui permet de générer des images à partir d'une phrase. Vous voyez que le code il est absolument identique. Bon, j'utilise une autre librairie, qui est la librairie Diffusers ici, mais le problème est le même, enfin l'absence de problème, je dirais. On crée un pipeline, on prompte, on génère une image, on sauve. Voilà. Comment ça marche Stable Diffusion? Pas besoin de se casser la tête. PyTorch en dessous, c'est géré. Voilà. Tout ça est simple. Et si on pouvait retirer une ligne de code, on retirerait une ligne de code, mais là je crois qu'on est vraiment au minimum. Et donc de manière générale, le demi-million de modèles que vous avez sur Hugging Face, vous pouvez vous en servir aussi simplement que ça. Même pour des LLM, on verra des exemples après. Alors un point important, c'est pourquoi des modèles open source? Qu'est-ce qui fait que je dirais, cette approche a du succès, Hugging Face a du succès? Et donc ce qu'on entend de nos clients, alors par client j'entends la communauté et les entreprises, on entend différentes choses. Alors le premier truc qui est évident, c'est l'accessibilité, c'est que ces modèles-là, vous avez vu, vous les téléchargez en quelques secondes. Voilà, il n'y a pas à dépenser 1 euro, il n'y a pas à parler à qui que ce soit, c'est de l'open source, vous les téléchargez. Si vous préférez cloner un repository Git, c'est très bien. Tous les modèles sont aussi des repositories Git, donc c'est aussi simple que ça. Les modèles sont open source, donc vous connaissez exactement l'architecture, vous avez accès au poids du modèle, donc aux paramètres du modèle. Chaque modèle est décrit et documenté sur notre site. Généralement, vous avez un lien vers un article de recherche écrit par les créateurs du modèle. De plus en plus, vous avez accès aux données d'entraînement, parfois même à la procédure d'entraînement, etc. Donc on n'est pas du tout sur des trucs boîte noire incompréhensibles auxquels il faut juste faire confiance. Vous pouvez vérifier avec quoi vous travaillez et le tester aussi profondément que vous voulez. De la même façon, ces modèles-là, vous allez les déployer vous-même dans vos environnements, que ce soit sur vos serveurs ou dans le cloud. Donc il n'y a pas à envoyer de données en dehors de votre contrôle administratif, vos données restent là où sont les modèles. Si vous entraînez les modèles sur vos propres données, ça devient vos modèles, d'accord, et vous en êtes propriétaire. En aucun cas, vous êtes obligé de les repartager. Si vous voulez le faire, on est ravis, mais dans la plupart des cas, vous ne le ferez pas. Et personne d'autre que vous n'a accès au modèle. Donc la propriété intellectuelle qui est dans le modèle reste sécurisée chez vous. Plus d'1,5 million de modèles, donc autant vous dire que vous avez le choix, des nouveaux modèles tous les jours. Si un nouveau modèle à l'état de l'art apparaît, vous pouvez le tester. Quand ça a du sens pour vous d'upgrader, eh bien vous pouvez upgrader ou pas, mais en tout cas vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas à la merci d'un fournisseur externe qui décide un dimanche à 2h du matin, heure française, de réaliser un nouveau modèle qui casse tous vos prompts, et ce dont vous vous rendez évidemment compte 8 jours après, quand vos utilisateurs commencent à râler. Histoire vraie. Flexibilité en termes de déploiement. Si vous voulez utiliser vos serveurs, utilisez vos serveurs. Si vous voulez utiliser le cloud, utilisez le cloud. Si vous voulez faire des containers, libre à vous. Si vous voulez des services de machine learning managés, libre à vous. Bref, aucune contrainte en termes de choix de techno pour l'hébergement et le déploiement. L'optimisation de coûts, on va en reparler, parce que c'est vraiment la mère de toutes les batailles en ce moment. Vous avez la main sur le choix du modèle, vous avez la main sur l'infrastructure de déploiement, donc vous pouvez trouver le sweet spot, donc le point idéal pour chaque projet, ce qui est un élément clé. Et enfin, la qualité du modèle, comme on le prouve depuis à peu près 6-8 mois maintenant avec nos clients, un bon modèle open source, entraîné sur des données, enfin fine-tuné sur des données de bonne qualité, va quasiment systématiquement surperformer un gros modèle générique. Et voilà, je laisse le almost par humilité, mais bon, voilà, c'est presque inutile, je pourrais l'enlever. Donc voilà les éléments clés qui font que les gens, les organisations, les clients, les grandes boîtes regardent ces modèles et les adoptent. Alors ça pose la question desquels on choisit, parce que c'est bien d'en avoir 500 000 ou 600 000, mais la première question que j'ai souvent, la première remarque, c'est non, mais vous êtes gentil avec vos 600 000, moi j'en veux pas 600 000, j'en veux peut-être 2 ou 3 à tester. Bon, donc pour aider la communauté à choisir des modèles, on a bâti un ensemble d'outils. Le plus connu, c'est ce fameux Open LLM Leaderboard, qui permet de voir, je dirais presque à la minute, quels sont les meilleurs LLM aujourd'hui sur un ensemble de benchmarks. Vous pouvez les filtrer par taille, par benchmark, par est-ce qu'ils sont pré-entraînés, est-ce qu'ils sont fine-tunés, etc.
Donc là, j'ai mis un exemple. Donc là, on a les modèles pré-entraînés uniquement, on n'a pas les modèles fine-tunés. Pas plus gros que 7 milliards, et avec des paramètres 16 bits. Voilà. Donc on voit qu'au sommet, on a, je mets mes lunettes, Google Gemma. Voilà. Bon, ça aura changé la semaine prochaine. Okay. Et en dessous, on a Qwen, qui doit, je crois, un modèle chinois. On a un modèle Microsoft. On a un modèle de Mistral. Vous voyez, Mistral a été le meilleur il y a peut-être 2-3 mois. Bon, bah, maintenant, il y en a 4 ou 5 devant lui. Voilà. Donc, on y reviendra. On a également un outil qui s'appelle le Performance Leaderboard, qui vous permet, alors, une fois que vous avez regardé un peu la performance, on va dire, métier des modèles, vous pouvez voir leur performance technique. C'est-à-dire, quelle est la latence que vous pouvez espérer de tel ou tel modèle? Quel est le nombre de tokens par seconde que vous pouvez espérer de tel ou tel modèle? Combien de gigas de RAM il va vous falloir pour déployer tel ou tel modèle? Okay. Donc on a plein d'outils, il y a des beaux tableaux, des nuages de points comme ça, qui sont assez riches, et qui vous permettent de, finalement, en fonction de votre budget latence et de votre budget tout court, de trouver les bons modèles pour ce cas d'usage. D'accord. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de possibilités. Hein. Il y a vraiment, voilà, il y a vraiment beaucoup de paramètres à évaluer. Donc quand on essaie de vous faire croire qu'il y a un modèle qui marche tout le temps pour toutes les langues, pour tous les cas d'usage, je suis un peu sceptique. Et puis, dernier point, on a un leaderboard aussi pour les modèles d'embeddings. Alors les embeddings, je n'ai pas trop le temps de rentrer dans les détails, mais c'est là, je dirais, l'autre pilier de la technologie des transformers avec le mécanisme d'attention. Les embeddings sont redevenus cool et sexy avec les architectures RAG, Retrieval Augmented Generation, où on va encoder son contenu sous forme de vecteurs et ensuite faire une recherche vectorielle pour injecter ça dans la génération. Donc voilà, tout ça pour dire que les embeddings sont redevenus très importants et on a aussi un leaderboard. Voilà. Et je crois que le premier modèle OpenAI est 9e. Hein, text embedding, oui c'est ça. Voilà. Donc, une fois de plus, ça vaut la peine de jeter un œil à ça régulièrement, ça change vite. Alors, tout ça c'est très bien, mais en fait, pour être très clair, on s'en fout des modèles. Voilà. Je suis désolé, mais on s'en fout. En tout cas, moi je m'en fous complètement. Parce que ça change tellement vite, et quand je dis vite, c'est d'une semaine sur l'autre, que finalement, prenez le meilleur modèle à l'instant T, commencez à travailler avec celui-là, déployez-le, obtenez de la valeur avec ce modèle, et puis dans 6 mois, il sera temps d'en changer, et très bien. Donc c'est vraiment, voilà, les gens qui ne jurent que par Llama, ou que par Mistral, ou que par GPT truc, ou que par Anthropic machin, ok, bon, très bien, mais c'est pas le sujet, voilà. Le sujet, c'est de comprendre lesquels sont adaptés à l'instant T, et après, comment on travaille avec eux, et comment on les remplace vite, comment on les jette vite. Vraiment, le message que je veux, un des messages importants que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est que je vois encore trop de gens qui travaillent avec des modèles trop gros. Alors, on parlait de nature humaine tout à l'heure. Je ne sais pas si la nature humaine, c'est de maximiser le profit ou de sauver la planète. Je laisserai ça aux philosophes. Je sais que dans la nature humaine, il y a en tout cas une grande capacité à gaspiller beaucoup de ressources, juste parce que c'est marrant de travailler avec des gros modèles, des gros GPU, des gros trucs. Voilà, c'est valorisant. Et c'est vraiment une idiotie. Donc il faut constamment challenger le fait que, voilà, est-ce que je peux travailler avec un modèle plus petit? Parce que si vous ne faites pas cet exercice, vous perdez du temps, vous perdez de l'argent et vous gaspillez. Et c'est dommage parce que les budgets et le temps ne sont pas illimités. Donc vraiment la clé, c'est de travailler avec des modèles de la bonne taille, right-sized. Voilà, le plus petit modèle qui va faire le job. Parce que ça va vous faire gagner du temps, vous n'allez pas passer des heures à l'entraîner, vous n'allez pas passer des heures à le déployer. Et comme il vous coûtera moins cher à héberger, vous aurez un retour sur investissement beaucoup plus vite. Ce qui fait que si 3 mois après, il y a un bien meilleur modèle et que vous avez envie de jeter celui que vous avez et de basculer, très bien, vous avez déjà eu votre ROI. Donc la discussion est beaucoup plus simple. S'il vous faut attendre encore 18 mois pour avoir un ROI parce que vous travaillez avec un modèle de 70 milliards de paramètres et qu'il coûte 25 000 € par mois à héberger, eh bien, tant pis, vous allez vivre pendant 18 mois avec un modèle qui sous-performe l'état de l'art. Et donc finalement, peut-être que vous aurez un ROI au bout des 18 mois, mais vous auriez pu avoir beaucoup plus si vous aviez été plus agile.
Donc au lieu de s'exciter sur les modèles en permanence, il faut, comme je disais tout à l'heure, regarder le leaderboard, prendre le meilleur modèle à l'instant T, le plus petit possible, celui qui vous donne du ROI avec le niveau de perf technique et métier compatible. Et au lieu de perdre trop de temps avec ça, vous investissez dans vos datasets, parce que c'est là que ça se joue. La perf ne vient pas du modèle. La perf vient des données sur lesquelles ont été entraînés le modèle. Alors, entraînement initial, ça, généralement, c'est hors de votre contrôle. C'est le créateur du modèle qui l'aura fait, mais il faut quand même y jeter un œil. Et surtout, les données que vous allez appliquer au modèle au moment de l'inférence. Alors, que ce soit des données qui viennent d'un RAG, que ce soit des données que vous utilisez pour le fine-tuning, c'est là que ça se joue. Donc, le rôle le plus important dans l'histoire, ce n'est pas les data scientists, je suis désolé, c'est le data engineer. D'accord ? Donc si vous êtes en train de faire des budgets, c'est peut-être trop tard pour 2024. Moins de data scientists, plus de data engineers. Et appliquer tout ça à des petits modèles, au plus petits modèles possible. D'accord ? Et on va voir ce que ça veut dire. Ces datasets, c'est vraiment un investissement. Si vous êtes dans le monde de si vous êtes dans le monde de, je sais pas, de l'énergie, si vous êtes dans le monde des sciences de la vie, si vous êtes dans le monde de la finance, ces datas-là, si vous aviez des datasets sur des datas d'il y a 30-40 ans, vous vous en serviriez aujourd'hui. Donc les datasets que vous allez créer aujourd'hui, potentiellement, ils serviront encore dans 30 ou 40 ans. Et ça, on le voit. Le corps humain, il n'a pas évolué en 30 ans. Et il y a beaucoup de sujets comme ça qui sont intéressants. La donnée historique, il y a beaucoup de domaines où la donnée historique garde une valeur très, très longtemps. Et d'ailleurs, c'est aussi comme ça que vous avez un avantage compétitif. Parce que vous avez de la donnée historique il y a 30, 40, 50 ans et que personne d'autre ne l'a. Et c'est là que vous créez l'avantage. Tout le monde utilise Mistral, tout le monde utilise blablabla. D'accord ? Par contre, la donnée, si vous l'avez et pas les autres, c'est là que vous ferez la différence. Donc vraiment, ça, c'est le point clé. Donc, mon message que je martèle encore et encore et encore, ce qui est paradoxal pour quelqu'un qui vous dit qu'il a 1 million de modèles sous le coude, ne soyez pas amoureux de vos modèles, d'accord ? C'est vraiment, c'est du jetable, à l'échelle de 1 an, on va dire. Voilà. C'est du jetable. Il y aura toujours mieux, il y aura toujours plus rapide, il y aura toujours plus performant. Par contre, votre donnée, voilà, c'est là que vous devez faire la différence et c'est là que vous devez surinvestir. Alors, quelques considérations pour nourrir le débat sur les LLM vus de chez nous, donc vus des tranchées, hein, parce que tous les jours on travaille avec des clients, il y a des choses qui marchent mieux que d'autres et je voudrais les partager. Alors la première technique qui est essentielle, qui a vraiment une immense popularité aujourd'hui, c'est donc le Retrieval Augmented Generation, donc l'utilisation de sources externes de données qu'on injecte dans le prompt au moment de la génération. Et c'est il y a 1 an, je vous aurais dit, faites du fine-tuning, faites du fine-tuning, faites du fine-tuning, mais maintenant, je vous dirais, avant de faire du fine-tuning, essayez de vous en sortir avec du RAG. C'est plus facile à mettre en œuvre et vous pouvez avoir un gain de perf qui est déjà très important. Ce qu'il faut comprendre dans le RAG, c'est que un RAG, une archi-RAG, elle marche bien parce qu'elle vous donne accès à des données métiers fraîches. C'est-à-dire qu'il s'est passé un truc il y a 5 minutes dans votre organisation, vous stockez ça dans votre vector database ou votre Elasticsearch ou n'importe quoi, peu importe, votre modèle y aura accès. Okay ? Et donc, ce que ça veut dire, alors ça tout le monde le comprend, mais ce que les gens comprennent moins, c'est que du coup, la connaissance du modèle qui a été apprise pendant l'entraînement, donc la connaissance paramétrée, finalement, elle ne devient pas si importante que ça. Vous vous appuyez plus sur la connaissance qui vient de votre storage que sur la connaissance du modèle. Okay ? Donc si on tire sur ce fil-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le modèle, finalement, vous vous en servez beaucoup, beaucoup moins comme une source de données, vous vous en servez comme... Voilà, c'est un assistant qui va vous aider à rédiger une histoire à partir des données que vous lui donnez. Et donc si on accepte ça, ben on doit accepter qu'il n'y a pas besoin d'avoir un très gros modèle. Il suffit d'avoir un modèle qui comprend un petit peu de quoi on parle, mais surtout qui rédige bien et que vous pouvez prompter correctement pour adapter le ton de voix, la profondeur des réponses, etc. Et donc des petits modèles marchent très bien. Et nous, on voit pas mal de succès avec des modèles même plus petits que 7 milliards. Voilà, j'en ai listé 2, là, Phi2, 2 milliards 7, et même Tiny Llama 1.1 sont étonnamment capables de fonctionner dans des scénarios comme ça. Okay ?
Donc si vous faites du RAG avec des modèles 13 milliards, 70 milliards, c'est probablement pas une bonne idée, parce que vous avez surinvesti sur le modèle alors que vous lui demandez juste de parler anglais en fait. Alors, les grands contextes, bon, je vais rester poli, c'est juste pour moi une énorme escroquerie. 100K, 500K, là, sur LinkedIn, là, les influenceurs, pitié, arrêtez quoi. Il faut comprendre qu'un roman, j'ai regardé tout à l'heure, Germinal, c'est 143 000 mots. Okay, donc quand vous vous dites j'ai un contexte de 100 000 tokens, donc on va dire à peu près 100 000 mots, c'est vous passez un roman comme Germinal, ou vous passez Ainsi parlait Zarathustra, je crois que c'est 100 000 mots aussi, enfin voilà. J'en ai regardé quelques-uns comme ça. L'étranger de Camus, je crois que c'est 40 000 mots. Okay, donc vous posez une question à un livre de 50 000 mots, 100 000 mots. Vous allez faire ça combien de fois? C'est quoi le cas d'usage? D'accord? Donc c'est une blague. Okay, c'est du marketing, ça sert à rien. Et à chaque fois que ces influenceurs postent ça, ils vous disent jamais le temps de réponse, qui probablement doit être en minutes, et ils vous disent encore moins le coût, qui doit probablement être entre 5 et 10 $ à chaque fois. Okay, donc vous ne faites pas avoir. C'est vraiment n'importe quoi, il faut arrêter cette tendance. L'étape d'après, après le RAG, c'est de se poser la question de se dire, est-ce qu'il faut que je spécialise mon modèle sur mon domaine? À vous de voir. Personne ne peut répondre à part vous. Moi, je vois des clients qui, avec du RAG, s'en sortent parfaitement bien et s'arrêtent là. Et puis d'autres qui, pour certains cas d'usage, ont besoin de spécialiser le modèle un peu plus. Alors, pendant longtemps, j'ai entendu « Ah non, mais le fine-tuning, c'est beaucoup trop cher. Moi, je ne vais pas le faire. C'est très compliqué, c'est très cher. » Alors, ça a été vrai jusqu'à, on va dire, septembre de l'année dernière. Maintenant, le coût du fine-tuning d'un modèle typique, d'un LLM typique, est divisé par 1000. Okay, donc là où vous auriez probablement dépensé 10 000, 20 000 $, vous allez dépenser 10, 20 $, peut-être moins. D'accord ? Si ça vous paraît choquant, ça l'est pas. Des techniques comme LoRa, QLoRa, etc. permettent de réduire d'un facteur 1000 le temps et le coût de l'entraînement. Okay ? Donc, il n'y a plus vraiment de raison de ne pas fine-tuner parce que c'est trop compliqué, trop cher. Alors, sur LinkedIn, mes amis influenceurs s'excitent énormément sur la fusion de modèles, donc qui est une technique où on va mélanger les paramètres des différents modèles, au sens arithmétique du terme. On va faire la moyenne, on va faire des choses comme ça. Alors, j'ai joué avec, c'est hyper intéressant. Est-ce que je le ferai en production aujourd'hui? Non. D'accord. Maintenant, comme dirait l'autre, c'est vous qui voyez. Ceci dit, c'est vraiment intéressant et je pense qu'on va arriver à des choses, on va arriver à des choses très, très solides. Donc ça vaut la peine de jeter un œil. Si vous arrivez à un résultat qui vous convient, déployez-le. Hein, ne m'écoutez pas. Surtout ne m'écoutez pas. Mais je pense que pour l'instant, c'est encore un peu expérimental. Et là, pour le coup, l'avantage, c'est qu'il n'y a plus de fine-tuning du tout. Voilà. Donc on mélange des modèles qui ont des capacités différentes en espérant les retrouver toutes à la fin. Voilà, en gros. L'élément clé et le grand thème depuis quelques mois, c'est j'ai fait des POC, je veux passer en production. Et là, tout change. Les POC, c'est facile. La prod, c'est l'enfer. Alors, je passe sur les questions sécurité, compliance, privacy, régulation. Tout ça, c'est très intéressant, mais ça mériterait encore une discussion d'1 heure. Pour me concentrer sur un point qui est le tueur numéro 1 de POC depuis des mois, c'est le coût performance. On arrive à faire quelque chose qui tient la route en termes de qualité, de user experience, etc. Mais on n'arrive pas au coût performance. Pourquoi ? Je vous ai déjà donné la réponse tout à l'heure, parce qu'on s'est trop excité sur les modèles, on a travaillé avec des modèles qui sont trop gros, et quand on les passe à l'échelle et qu'on ouvre la solution à 500, 1000, 2000 personnes dans la boîte, évidemment ça ne marche pas. Et on tire la prise et on est déçu. Donc, pendant vos POC, vous devez vous poser la question de la latence. Donc, quelle est la latence acceptable dans ce scénario ? Alors, est-ce que je fais un chatbot ? Est-ce que je fais est-ce que je bâtis une solution batch ? Est-ce que ça va être un chatbot pour une équipe de 20 personnes en interne ? Est-ce que ça va être un chatbot pour 1 million de clients ? Tout ça, c'est très différent. Donc, la latence, le débit et le ROI.
Parce que moi, je peux vous bâtir des solutions magnifiques si j'ignore le coût. Si on ne regarde pas le coût, oui, il n'y a pas de problème, ça va vous coûter 70 000 € d'hébergement par mois, 100 000, super, ça marchera, ça sera magnifique. Mais bon, si ça ne vous fait pas économiser d'argent ou si ça ne vous fait pas gagner d'argent, pourquoi vous le faites? Il n'y a que deux raisons de faire des projets, c'est économiser ou gagner. Donc, ou alors c'est faire du marketing, mais ça, ce n'est pas mon sujet. Deuxième point important, c'est que l'inférence, c'est 80 à 90% du coût de votre projet. Voilà. Alors, on ne s'en rend pas compte tout de suite parce qu'au début, on ne fait pas beaucoup d'inférences à l'échelle, on ne fait pas beaucoup d'entraînement, on fait peut-être un peu de fine-tuning, donc bon, on ne se rend pas vraiment compte. Mais à terme, c'est 80 à 90% d'inférence. Donc, vous devez optimiser l'inférence. Si vous ne posez pas la question de comment je vais optimiser l'inférence en production, bah, vous allez avoir une mauvaise surprise. Et c'est ça qui tue l'époque. Et puis, dernier point, si on pouvait arrêter avec l'obsession NVIDIA, ça me ferait plaisir et ça vous rendrait service. On a des alternatives aujourd'hui. Donc AMD est en train d'arriver sur le marché avec les MI300, qui sont excellents. J'en dirai deux mots tout à l'heure. Donc testez-les dès que vous avez accès à ça. En fonction des clouds, etc., vous travaillez, vous avez peut-être accès à des accélérateurs custom, type alors AWS, Google, Habana, etc., qui, à chaque fois, nous, dans nos benchmarks, ont un coût-performance bien plus optimisé qu'NVIDIA. Et ils sont disponibles. C'est ça la différence aussi. Si vous m'écoutez, au moins au début, et que vous travaillez avec des petits modèles, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin d'énormes GPU non plus. Des modèles de quelques milliards de paramètres, surtout si vous utilisez des techniques d'optimisation dont on va parler après, marchent très bien sur des GPU, je ne vais pas dire d'entrée de gamme, on ne va pas exagérer, mais de milieu de gamme. Voilà, même si on a des démos sur des GPU consumer. Donc un GPU comme le A10G, c'est les instances G5 sur AWS, ça marche très bien pour ces solutions-là, c'est pas cher, ils sont disponibles en grande quantité, vous pouvez scaler, il n'y a pas de problème. Et puis de plus en plus, on voit l'inférence sur CPU, alors qui était déjà là, qu'on voyait déjà sur des modèles type BERT, etc., mais qui maintenant est en train de devenir un truc intéressant, y compris pour des LLM. Donc Intel et AMD font beaucoup de boulot sur ces sujets-là, et je pense que l'inférence locale, même sur laptop, va devenir un vrai sujet. Alors, on va zoomer un peu dans le temps qui nous reste sur comment est-ce qu'on peut améliorer le coût-performance. Alors, il y a 4 grandes catégories. Je n'aurai pas le temps de détailler. Je vais double-cliquer sur l'une d'entre elles. Mais si vous êtes intéressé, j'ai des heures de contenu sur YouTube là-dessus où je fais un grand panorama des nouvelles couches d'attention, sur Flash Attention, sur la quantisation, la compilation de modèles, etc., l'accélération hardware. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça, vous aurez plein d'exemples et un peu de théorie sur tous ces trucs-là. Je vais juste vous montrer où on en est en termes de simplicité. Alors, mon message ici, c'est qu'il n'y a pas d'excuse pour ne pas le faire. Voilà, pour dire les choses très clairement et très simplement, il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire ça. Et vous allez vous rendre compte que ces quelques lignes de code, elles vous font gagner 20%, 30%, 50%, 100% en latence, en débit. Donc vraiment, si vous n'avez pas encore investi sur les sujets d'optimisation, il faut vraiment le faire. C'est ça qui va... en combinant ça avec des petits modèles, d'accord, puisqu'on a décidé que vous alliez m'écouter au moins au début, c'est ça qui va vous permettre d'atteindre des niveaux de coût-performance que vous ne pensiez pas possible. Alors, PyTorch 2, c'est vraiment une belle avancée. Voilà, vous ajoutez ça dans vos codes. Et au strict minimum, sur CPU ou sur GPU, vous allez gagner 20 à 30% de latence. Voilà. Donc que vous travaillez avec la librairie Transformers, que vous travaillez avec les pipelines, etc. Vous pouvez compiler les modèles. Voilà. Torch Compile, extraordinaire, et c'est un bon point de départ. Okay. Et j'espère que ça va devenir vraiment l'interface par défaut pour compiler les modèles, quelles que soient les plateformes. Alors AMD, donc voilà comment on travaille avec un modèle AMD. Alors je vous laisse lire le code. On charge la Falcon 7 milliards. Ok.
On voit que c'est du AMD? Non. C'est exactement le même code qu'NVIDIA. Okay, donc, on est partenaire avec AMD. Donc, on a un demi-million de modèles et on a un demi-million de modèles qui marchent sur les GPU AMD aujourd'hui. Okay, donc, si jamais quelqu'un essayait de vous dire « Oh là là, la migration va être compliquée », ah oui, elle va être compliquée. D'accord? On a fait en sorte avec AMD qu'elle soit complètement transparente. Okay, alors, ce n'est pas juste les modèles, c'est aussi toutes les fonctionnalités autour. Donc voilà, vous pouvez exporter, on a le support ONNX pour l'export de modèles, on a Flash Attention, on a la quantisation, GPTQ, AWQ, notre Text Generation Inference, qui est notre serveur d'inférence haute performance marche, etc. etc. Donc, bon. Alors on pourra toujours trouver un petit corner case là où ça ne marche pas encore parfaitement bien, sans doute. Mais franchement, le message aujourd'hui, c'est dès que vous pouvez tester des GPU AMD, et j'espère qu'AMD les mettra sur le marché à des prix compétitifs, ne vous gênez pas parce que vous aurez 0 changement dans vos codes. Voilà. Donc on ne peut pas faire plus simple, je pense. Alors, si on descend un peu en gamme, les CPU, moi je suis un grand fan de l'inférence sur CPU, je trouve que c'est la solution, parce que des CPU on en a plein. Des serveurs CPU, que ce soit dans le placard ou dans le cloud, il y en a plein, ils sont moins chers, ils sont faciles à optimiser en termes de coûts, etc. etc. Donc il n'y a que des bonnes raisons. Donc on travaille avec Intel depuis un moment et donc on a fait une librairie d'optimisation dédiée aux plateformes Intel, qui s'appelle Optimum Intel, et qui s'appuie en fait sur des outils d'Intel que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appellent le Neural Compressor et OpenVINO, donc qui sont des outils qui font de la quantisation en long, en large et en travers sur les modèles pour les déployer sur toutes les plateformes Intel, que ce soit des CPU cloud, des CPU clients, même des CPU embarqués. Alors voilà un exemple. Donc ici, on prend donc Phi 2 de Microsoft, et on va le quantiser 4 bits, voilà, donc assez agressivement avec notre librairie. Donc vous voyez, on définit une config de quantisation en disant voilà, on va quantiser bits égale 4. Okay. On passe une ou deux directives qui sont assez optionnelles, j'aurais pu les enlever. Et puis, dernière ligne, là, OpenVINO model for causal LM from pre-train. Donc, on utilise l'objet de la librairie Optimum Intel pour télécharger notre LLM. Depuis le hub et automatiquement on va le compiler et le quantiser avec OpenVINO et à partir de là on peut travailler avec. Voilà, donc l'accélération, l'optimisation hardware, ça a longtemps été un truc extrêmement compliqué. On l'a rendu assez simple. Alors ça donne quoi? Parce que c'est bien ça, mais donc le même code donne ça. Okay, et cette démo là, c'est une petite vidéo qu'on a enregistrée avec 7 machines. Donc ce n'est pas un laptop de combat à 5 000 $, c'est un gentil laptop MSI à 1 200 $. Vous pouvez l'acheter sur Amazon. Ok, alors je vais cliquer et on va voir le truc. Ok, c'est parti. Donc là, on va poser une question. Voilà. Donc Lily a une balle en caoutchouc qu'elle fait tomber du haut du mur. Le mur fait 2 mètres. Combien de temps faudra-t-il à la balle pour atteindre le sol? Voilà. Ok, donc voilà ce que ça donne. Vitesse réelle sur ce laptop de bon père de famille. Donc une excellente réponse en termes de faits, avec un petit raisonnement. Et ça vient du modèle Phi 2 qui a été entraîné spécifiquement pour avoir des raisonnements assez construits. On voit que la quantisation n'a pas dégradé la qualité du modèle. Le modèle est un modèle 16 bits, on l'a passé à 4 bits. On voit qu'il fonctionne toujours bien. On a réduit sa taille et il tourne sur un laptop avec une vitesse de génération qui est assez correcte. Et ça répond bien à la question. Donc ça, c'est strictement local. Et on est sur une architecture Intel qui s'appelle Meteor Lake, qui n'est pas la dernière en date, qui a un petit accélérateur hardware. Les générations futures seront encore meilleures. On n'est pas sur le laptop super haut de gamme non plus. Voilà. Et pour faire ça, c'est les 4 lignes de code que vous avez vues au précédent. Donc quand je parle d'inférence locale, il y a un autre exemple de génération de code sur ma chaîne YouTube, si vous voulez regarder, où on génère du code, et ça marche bien aussi. Moi, je crois beaucoup à ça, parce que là, ça résout une tonne de problèmes. Alors, il n'y a plus aucun problème de sécurité, de privacy, etc.
et il n'y a même plus besoin d'infra-centrale. Imaginez que vous fassiez de la génération de code avec ça. Chaque développeur, au lieu de payer $20 à Microsoft tous les mois, il a un modèle de génération de code local sur sa machine, qui pourrait même être customisé en fonction de ses préférences. Et il n'y a pas besoin d'avoir des serveurs GPU ou je ne sais quoi, ni en centrale, ni dans le cloud pour faire ça. Donc je pense que l'inférence locale est un truc dont on va beaucoup parler cette année. Alors un dernier point pour finir. Donc on bosse aussi évidemment avec AWS. AWS a des accélérateurs. Donc il y a toute une stack bien compliquée. Alors quand j'empile ça, ça fait peur. Donc il y a Trainium pour l'entraînement, Inferentia pour l'inférence. Voilà. Mais la seule chose qui nous intéresse, c'est que nous, tout au-dessus de ça, on a fait une librairie qui s'appelle Optimum Neuron. Neuron étant le nom du SDK pour les accélérateurs d'AWS. Et qui vous permet, en une ligne de code, finalement de prendre votre code GPU et d'entraîner sur Trainium ou de faire de l'inférence sur Inferentia. Voilà. Et ça, c'est tout le sens de notre travail. C'est une fois de plus, quel que soit l'environnement hardware ou cloud ou dans lequel vous travaillez, on veut qu'en une ou deux lignes, vous puissiez avoir la meilleure expérience possible. Et alors, comment ça marche finalement? Comment on fait si on veut faire ça? Alors, je vais vous montrer 5 secondes. Hop. Donc, voilà le hub. Alors, tiens, quand j'ai commencé à parler, on était à 569 081 et on est à 569 162. Voilà, ça continue. Donc, imaginons qu'on ait envie de déployer un modèle, le modèle Zephyr. Tiens, c'est Mistral réentraîné par Hugging Face. Hop, on va passer en plein écran, ça sera mieux. Voilà. Donc, on va aller. Donc, ça, c'est la page du modèle. On va faire Deploy. Alors, vous voyez, il y a différents choix. Bon, ici, on va choisir Amazon SageMaker. Donc là, on a le code de déploiement GPU. Voilà, donc là, on déploierait, ben voilà, tenez, on déploierait sur une G5, donc un A10G. Okay, donc on pourrait copier-coller ça et ça suffirait. Ou alors, on dit, tiens, j'ai pas envie de faire un GPU, j'ai envie d'essayer Inferentia. Voilà, et là, on a le code pour Inferentia. Voilà, on voit inf2, instance type. OK, donc faites copie. Jusque-là, c'est simple. Vous allez dans votre notebook. Bon, moi, j'utilise SageMaker Studio, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Vous collez le code. Voilà, vous l'exécutez. Il se déploie. Très bien, vous attendez 10 minutes, il est déployé. Et puis, eh bien, après, vous pouvez générer. Voilà, donc, en quoi les transformers sont mieux que les LSTM? Voilà la réponse. OK. Donc ça, le déploiement, donc les 500 000 et quelques modèles, vous pouvez les déployer comme ça sur AWS, qui est l'intégration cloud la plus avancée aujourd'hui. J'espère qu'on fera aussi bien avec les autres, mais ça dépend aussi d'eux. Donc il faut qu'ils avancent un peu plus vite. Maintenant, on commence aussi à supporter, comme vous le voyez, pas seulement des déploiements GPU, mais aussi des déploiements sur des accélérateurs hardware dont nos benchmarks nous disent qu'ils fournissent une accélération intéressante et un coût performance supérieur à celui des GPU. Voilà. On a annoncé un partenariat avec Google Cloud il y a quelques semaines. On est en train de faire le même travail sur Google. Donc d'ici peu, j'imagine que vous verrez apparaître un deploy GCP et que j'espère qu'on pourra déployer sur TPU tout aussi simplement. En tout cas, c'est l'objectif. Voilà, pour résumer. Donc, les modèles Hugging Face aujourd'hui, alors, quand je dis les modèles Hugging Face, c'est les modèles disponibles sur Hugging Face, donc les modèles de la communauté, au sens large, et quelques-uns à nous aussi, sont le standard de fait pour les applications IA. Alors, vous ne faites pas avoir, donc il n'y a pas de meilleur modèle, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas si ça veut dire meilleur, mais en supposant que quelqu'un ait une définition, dans tous les cas, en quelques semaines, ce modèle-là sera remplacé. Voilà. Je vous incite à jeter, le lundi matin, jeter un œil au leaderboard, et puis vous verrez, vous regardez les 5 premiers, et vous verrez des changements pratiquement à chaque fois. Donc, il n'y a pas, la rapidité d'innovation aujourd'hui est encore telle qu'on ne peut pas
On ne peut pas se figer sur un modèle en disant voilà, alors on choisit ça, quel que soit ça, et on travaille avec ça pendant 1 an et on ne regarde pas le reste. Donc, vous prenez les meilleurs modèles à l'instant T, vous avancez, et puis vous gardez un œil sur l'état de l'art, et quand ça a un sens, vous upgradez. Et surtout, vous devez faire ça pour chaque cas d'usage. Voilà. Chaque projet nécessite, à mon avis, qu'on rejette un œil au modèle. Alors, le meilleur modèle, pour moi, c'est le plus petit modèle à l'instant T, avec la meilleure performance métier pour un cas d'usage donné. Voilà. Ça, c'est le meilleur modèle. Mais ça, c'est un exercice que vous devez faire par projet. Donc, ça nécessite d'avoir l'outillage pour expérimenter rapidement avec les modèles, évaluer les nouveaux modèles, etc. etc. Vous ne pouvez pas dire, alors en 2024-2025, on va faire l'AMA 2 et puis on ne fera rien d'autre. Enfin, j'imagine que si, on pourrait faire ça, mais bon, ce serait dommage. Nos clients tous les jours nous le prouvent, la meilleure valeur business aujourd'hui, elle est obtenue avec des petits modèles open source, pour toutes les raisons que j'ai expliquées, combinés avec des datas de bonne qualité. Que ce soit avec du RAG ou du fine-tuning, voire les deux. Voilà. Mais généralement, d'abord du RAG, puis du fine-tuning. Et l'accélération des LLM est vraiment un domaine qui est en feu aujourd'hui. C'est incroyable la rapidité d'innovation qu'il y a sur ces sujets-là. À titre personnel, je suis beaucoup plus excité par ça que par le nouveau modèle machin. Parce que c'est vraiment ça qui va permettre l'adoption de masse, c'est ça qui va permettre d'avoir du coût performance de qualité sans dégrader la performance intrinsèque des modèles. Et donc c'est ça qui va donner du retour sur investissement. Et c'est ça le critère pour avoir une adoption massive. Donc vraiment, l'accélération, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aujourd'hui. C'est pas un truc à faire après. Voilà, en bon français, c'est game changer. Et que ce soit la quantisation, la compilation, etc. Flash attention et toutes ces techniques qui sont disponibles sur les librairies Hugging Face doivent absolument être regardées. Voilà, donc on est convaincu que le futur est ouvert et le futur est open source. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Bonne journée.